Bienvenue dans cette vidéo qui sera la première d'une longue série sur la thématique du portage physiologique. Alors si tu atterris dans cette vidéo et que tu ne vois pas du tout ce que c'est que le portage physiologique, je te rappelle qu'il s'agit tout simplement de la pratique de porter son bébé dans un porte-bébé. Si tu ne vois pas non plus très bien ce que veut dire le mot physiologique et pourquoi on l'associe à la pratique du portage, eh bien j'en parlerai dans ma prochaine vidéo de la semaine prochaine. Mais avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous la raison pour laquelle je choisis de vous parler de portage. Alors d'une part, c'est parce que je me suis absolument passionnée par cette pratique quand je suis devenue jeune maman, et même déjà je me souviens, pendant ma grossesse, je regardais plein de vidéos de portage. Et puis d'autre part, c'est parce que mon porte-bébé s'est avéré tellement indispensable, primordial, fondamental, et si souvent salvateur dans ma vie de jeune maman. Je me souviens, je me suis posé tellement de fois la question de comment j'aurais fait dans telle ou telle situation si j'avais pas eu mon porte-bébé. Je me suis posé tellement de fois la question de comment faisait la génération de nos parents, comment faisait la génération de nos grands-parents pour se débrouiller avec un bébé sans porte-bébé. Pour moi en tout cas, ça a été quelque chose qui m'a vraiment dépannée dans tellement de situations que j'en suis venue à me former pour devenir monitrice de portage afin de pouvoir transmettre cette pratique parce que vraiment c'est quelque chose que j'estime être très précieux, tantôt pour le bébé comme pour les parents et en particulier pour les mamans. Aujourd'hui, c'est donc quelque chose que je transmets aux parents en atelier, mais que j'enseigne également aux professionnels de la petite enfance et de la périnatalité, tant il me semble que c'est une pratique fondamentale dans notre approche du bébé, de l'enfant. En tout cas, dans l'approche que moi j'aimerais vraiment voir au sein des professionnels qui s'occupent de nos enfants aujourd'hui. Bref, passons à notre sujet d'aujourd'hui. En général, quand j'enseigne le portage physiologique, j'aime bien le faire en répondant à deux simples questions. La première, c'est pourquoi porter ? Et la deuxième, c'est comment porter. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à la question de pourquoi porter, sans rentrer dans les détails des bienfaits et des avantages du portage, sujet que je traiterai ultérieurement dans d'autres vidéos, et nous répondrons à la question de comment porter dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors, pourquoi porter son bébé ? Avant même de se poser la question de pourquoi porter son bébé dans un porte-bébé, posons-nous déjà simplement la question de pourquoi porter son bébé tout simplement dans les bras. Alors je vais répondre à cette question en 3 points. Premier point. Bon, la question peut paraître un peu stupide comme ça. Pourquoi porter un bébé ? C'est logique, un bébé ne sait pas se déplacer tout seul, tout du moins au début, donc on va être obligé de le porter pour tout simplement le déplacer. Mais pas que, on va aussi énormément porter nos bébés pour les apaiser. Il peut y avoir des exceptions, on peut avoir un bébé très calme, qui pleure très très peu, qui va passer beaucoup de temps dans son transat ou dans la poussette, qui va beaucoup dormir dans son lit, mais en général dans ces cas-là, on a des bébés qui sont atteints de plagiocéphalie, c'est-à-dire le crâne plat. Donc même si ça varie d'un bébé à l'autre, globalement les bébés sont très demandeurs de bras et vont donc être très souvent portés. Et non, petite parenthèse, les bébés ne font pas de caprices. Hein. Un bébé qui pleure, ce n'est pas pour rien. Alors je ne m'étends pas sur ce sujet maintenant, mais croyez-moi, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que le bébé humain naît très immature par rapport aux autres primates. Ceci semble s'expliquer par le fait que la femme, et l'homme, en devenant bipède, en se redressant, aurait rétréci la taille de son bassin et aurait augmenté le volume de son cerveau et donc de sa boîte crânienne. Donc forcément, au bout d'un moment, on a un petit problème. Ça ne passe plus. Et pour que l'être humain puisse continuer à faire évoluer son cerveau et son intelligence, normalement, il a fallu trouver une solution à cette contrainte évolutive. Et ça a été celle de faire naître les bébés plus tôt. Donc le bébé humain naît vraiment de façon prématurée par rapport au reste des primates. Ce qui fait que le bébé naît complètement dépendant de ses parents pour se déplacer, se nourrir, rester propre, etc. On parle parfois de gestation en 2 phases. La première est donc celle qui se fait dans l'utérus de la maman, et la deuxième serait celle qui continue dans les bras de la maman jusqu'à ce que l'enfant puisse se déplacer à 4 pattes. Il semblerait que le bébé humain atteignent le même stade de développement que les autres primates à la naissance, aux alentours des 9 mois, qui correspond d'ailleurs justement au moment où le bébé commence à se déplacer seul à 4 pattes. Mais tous ceux d'entre vous qui m'écoutent et qui sont parents depuis plusieurs années auront sûrement constaté qu'on n'arrête pas de porter ses enfants à partir du moment où ils sont capables de se déplacer tout seuls. En général, les enfants continuent à être demandeurs de bras pendant 2, voire 3 ans, voire plus, pour les déplacer quand ils sont trop fatigués, ou tout simplement pour les réconforter. Ensuite, deuxième point. Eh bien c'est parce que tout simplement c'est inscrit dans notre biologie. Chaque espèce animale a adopté un comportement, une stratégie de mise hors de danger de leur progéniture. Et on a classé les animaux en 3 groupes
en fonction de l'adaptation à leur environnement au moment de la naissance. Le premier groupe, ce sont les nidifuges. Ce sont des animaux qui quittent le nid ou le lieu de naissance quelques instants après la naissance, très rapidement en mesure de suivre leurs parents. Et donc leur stratégie de mise hors de danger est celle d'être rapidement capable de fuir. Ce sont donc des animaux qui sont plus souvent des proies que des prédateurs. Pour les oiseaux, ce sont ceux qui naissent avec un épais duvet et qui sont rapidement capables de marcher, comme les canetons ou les poussins par exemple. Et pour ce qui est des mammifères, les vaches, les chevaux ou les girafes sont des animaux qui appartiennent à ce groupe des nidifuges. Le deuxième groupe est celui des nidicoles. Ce sont des animaux qui restent dans le nid ou le lieu de naissance et qui vont y faire tous les premiers stades de leur développement. Leur mise hors de danger se fait par le fait que le nid est caché et protecteur et que les petits sont en mesure d'attendre leurs parents sans faire de bruit pour ne pas alerter les prédateurs. Ce sont souvent des animaux qui naissent aveugles et nus. Pour les oiseaux, les chats par exemple ou les ours font partie de ce groupe des nidicoles. Et pour finir, le troisième groupe est celui des portés. Alors ce sont des animaux qui ne font pas de nid, mais dont les petits sont incapables de suivre leurs parents par eux-mêmes. La stratégie de mise hors de danger est celle de porter les petits, et d'ailleurs les bébés naissent avec un réflexe qui va leur permettre de s'agripper à leur mère, de s'agripper au poil de leur mère. Les primates font partie de cette catégorie. Alors, à votre avis, à quelle catégorie appartient l'être humain ? Si on observe notre mode de vie actuel dans nos sociétés occidentales, on aurait presque envie de nous catégoriser parmi les nidicoles, n'est-ce pas ? On choisit et on prépare un nid, une maison, la chambre de l'enfant, son landau, sa poussette, son cosy, son transat, et en général l'enfant y passe beaucoup de temps et on ne va le chercher que s'il pleure ou s'il a faim. Parfois les bébés sont même nourris directement dans le transat sans en être sortis. Et ça ressemble vraiment à un comportement nidicole. À l'exception que nos bébés, en général, ne restent pas calmes et silencieux quand on s'absente. Mais non, je suis sûre que je ne t'apprends strictement rien si je te dis que biologiquement, nous ressemblons quand même beaucoup plus à des primates qu'à n'importe quel animal nidicole. Et oui, les humains font bien partie de la catégorie des portés. D'ailleurs, le bébé humain naît avec un réflexe archaïque d'agrippement. Pour l'humain, la mise en hauteur et le portage du bébé est sûrement un instinct primitif, ancestral, de mise hors de danger du bébé. Le bébé humain s'attend donc biologiquement à être porté et à être contre sa mère à la naissance. C'est ce pourquoi il est programmé. Alors oui, aujourd'hui, dans nos modes de vie actuels et modernes, nos enfants peuvent être au sol sans qu'aucun danger ne les menace, ce qui n'est pas du tout le cas partout dans le monde. Mais pas tellement que ça, parce que si on y réfléchit, dans beaucoup de maisons, il y a des animaux de compagnie, et puis surtout, on est beaucoup à avoir l'une de ces petites créatures, parfois sauvages, qu'on appelle un ou une aînée. Donc même aujourd'hui, la mise en hauteur de l'enfant reste quand même une stratégie de mise hors de danger du bébé. Globalement, notre mode de vie actuel va clairement à l'encontre de notre biologie. Et donc nos ancêtres nomades, qui portaient quotidiennement leur bébé, sont peu à peu devenus ces parents occidentaux d'aujourd'hui qui aménagent un nid mais qui ne portent quasiment plus leur bébé. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils en ont besoin. Et c'est justement le troisième point que je voulais aborder pour répondre à notre question. Le bébé humain a besoin d'être en contact avec la personne qui s'occupe de lui. Et il a plus précisément besoin d'être dans les bras de sa maman. Et c'est réciproque d'ailleurs. Le contact, l'affection est vraiment un besoin vital pour le bébé. Ce n'est pas un luxe. Il y a des expériences qui ont été menées par un psychologue américain qui s'appelle Harry Harlow, au milieu des années 1900 à peu près. L'une de ces expériences consistait à isoler des macaques nouveau-nés et à les placer dans une cage dans laquelle il y avait 2 substituts maternels. Le premier était fabriqué en fil de fer et contenait un biberon avec du lait. Le deuxième n'avait rien à manger, mais par contre, il était recouvert d'un tissu éponge tout doux. Ensuite, on stressait les bébés avec un fort bruit et tous allaient systématiquement se réfugier sur le mannequin en tissu. Et même pour s'alimenter, ils se débrouillaient toujours pour le faire depuis ce mannequin en tissu. Par contre, quand seul le mannequin alimentaire et froid était présent dans la cage, les bébés macaques cessaient de se nourrir, dépérissaient et finissaient par mourir. Alors rendez-vous compte, vraiment rendez-vous compte que la seule chose qui fait la différence et qui empêche un bébé de se laisser mourir, dans un environnement dans lequel il peut respirer, il peut dormir, il peut se nourrir, c'est le simple fait d'avoir une poupée contre laquelle se blottir, se sentir rassuré et sécurisé.
C'est une poupée en plus qui est complètement inerte. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de langage. Et ça suffit quand même à ce que le bébé ne se laisse pas mourir. Alors certes, c'est une expérience très cruelle qui aujourd'hui ne sera absolument plus autorisée, mais elle permet quand même clairement de se rendre compte à quel point c'est vital pour le bébé d'avoir un minimum de contact doux et enveloppant. Alors bien sûr, ce sont des expériences extrêmes menées sur des singes et non pas sur des humains, mais il faut savoir que des observations assez similaires ont été faites chez les bébés humains. C'est le phénomène qu'on appelle hospitalisme, où en fait des enfants qui sont séparés de leurs parents et qui sont placés dans un contexte sans substitut parental adéquat vont glisser dans des états dépressifs qui peuvent avoir des conséquences irréversibles si la situation n'est pas corrigée dans les mois qui suivent la séparation. Et même dans certains cas, ces situations peuvent mener jusqu'à la mort de l'enfant, ça s'est déjà observé. Je vous en dis pas davantage sur ce phénomène, mais je vous invite à aller faire vos propres recherches si ça vous intéresse. J'espère vraiment avoir réussi à vous faire prendre conscience à quel point le contact, l'affection est un besoin absolument vital chez le nourrisson. La nourriture affective est tout aussi, voire plus importante que la nourriture physique. Le nourrisson a aussi besoin du toucher pour construire son individualité, parce qu'à la naissance, il ou elle n'a pas conscience d'être séparé du reste. Il n'a pas conscience d'être séparé de sa mère. Il ne perçoit pas son corps comme une entité propre. Et progressivement, grâce à l'auto-exploration de son corps, avec les mains à la bouche par exemple, ou qui passent devant ses yeux, et grâce aux interactions physiques avec l'entourage, les bisous, les caresses, le contact peau à peau, etc., le bébé va peu à peu prendre conscience de sa peau, des limites de son corps et donc de sa propre entité corporelle. Porter son enfant va venir stimuler cette sensation d'être un tout unifié et contenu. Et ça va vraiment faire émerger cette notion qu'il y a une différence entre l'intérieur de soi et l'extérieur de soi. Et ça va vraiment permettre au psychisme de l'enfant de peu à peu se structurer. Bien, tout ce que je viens de vous dire est donc valable pour un portage à bras. Et techniquement, un porte-bébé n'est absolument pas nécessaire. Alors pourquoi porter son bébé en porte-bébé? Et donc là, ce sont pour des raisons évidentes de soulagement, de commodité, de praticité, qu'un peu partout dans le monde, les populations humaines ont trouvé des façons de porter leur bébé avec des porte-bébés pour pouvoir se libérer les mains tout simplement et être beaucoup plus autonome. Quasi sans exception, toutes les cultures ont porté instinctivement leur bébé d'une façon physiologique, c'est-à-dire d'une façon qui est respectueuse de l'anatomie de l'enfant et qui va permettre vraiment un développement optimal. Alors, la question qui découle de tout ça maintenant, c'est comment porter son bébé, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. En attendant, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, alors s'il te plaît, n'hésite pas à parler de cette vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir passé ces quelques instants en ma présence, c'est un vrai plaisir pour moi. Profitez de la vie et surtout profitez de votre bébé si vous en avez un, tant que c'est encore un bébé.